Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'OFI AM pour cette nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo hebdomadaire, qui est une vidéo un peu exceptionnelle pour les raisons que vous connaissez tous bien évidemment. Donc je suis en compagnie de Benjamin Louvet qui est spécialiste des matières premières au sein d'OFI AM. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et pourquoi matières premières? Parce qu'évidemment il y a un impact, la crise en Ukraine a un impact assez fort sur les matières premières. Donc on a décidé de réagir relativement rapidement, ce qui n'est pas du tout évident, de réagir à chaud face à des événements qui sont relativement imprévisibles. On va réagir avec beaucoup d'humilité avant tout. Lors de la crise Covid, je vous disais qu'on n'étions pas médecins parce qu'à ce moment-là, tout le monde voulait donner son avis. Là, on n'est pas non plus politologue. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a encore quelques jours, beaucoup d'observateurs considéraient qu'il n'y aurait pas d'invasion de l'Ukraine au plus haut niveau, puisque seul finalement le renseignement américain annonçait ce qui est arrivé dans la nuit. Et le président ukrainien lui-même considérait que c'était un peu anxiogène de parler d'invasion. Alors malheureusement, nous y sommes et on ne sait pas du tout comment la situation va évoluer, dégénérer, empirer, mais voilà, nous sommes gérants d'actifs et nous sommes tenus de faire des scénarios et de voir dans ces circonstances comment gérer les actifs de nos clients. Alors deuxième chose aussi, on est obligé aussi de séparer le ressenti qu'on peut avoir en tant que citoyen et citoyen européen face à ce drame et le professionnalisme que nous devons avoir justement vis-à-vis des actifs que nous gérons. Alors, ce que je veux vraiment exprimer, je ne vais pas parler de sérénité, parce qu'on ne peut pas être serein en pareil cas, mais on est calme. Et on est calme pourquoi? C'est qu'on a toujours fait en sorte de gérer les actifs de manière la plus raisonnable possible, c'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu suivre la mode en essayant d'être investi sur ce qui vient de monter. D'ailleurs, on nous le reproche des fois, on nous trouve trop timorés. Pourquoi vous n'êtes pas investi sur ce qui vient de prendre 50-60%, les actions des fois, le bitcoin, enfin voilà, des tas de choses. On a toujours essayé d'être prudent et puis surtout diversifié. Et on s'aperçoit notamment, et Benjamin pourra en parler, que la diversification, par exemple sur l'or, aujourd'hui, permet effectivement d'avoir un actif au moins qui résiste. On n'est pas aujourd'hui en situation, et ça j'insiste, c'est très important, de devoir liquider des positions. Parce que dans pareil cas, ce qui est terrible, c'est quand vous êtes un opérateur, un investisseur, qui ne peut pas ce qu'on appelle tenir la position et qui est obligé de vendre, qui ne peut pas faire face à des retraits, qui a des problèmes de liquidité, des problèmes de surexposition. Tout ça, on n'a pas et c'est ce qui nous permet de vous parler relativement calmement. Alors, on est exposé évidemment à la Russie, à l'Ukraine, pas énormément, on est exposé à travers notamment de la dette russe en devise locale qu'on a à travers notre filiale sur les marchés émergents. Mais somme toute, c'est relativement marginal. On n'était pas d'ailleurs surpondéré sur la dette russe. On a quelques actions russes dans un fonds d'actions émergentes, mais ça reste vraiment marginal. On est impacté parce qu'on a des valeurs européennes ou américaines qui sont sensibles à la Russie, mais là aussi modestement, alors on les connaît, Renault, Société Générale, Danone, qui ont soit des filiales là-bas, soit une partie de leur chiffre d'affaires. Mais encore une fois, ça reste tout à fait gérable. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue, on va dire, macroéconomique? Tout ça va dépendre des sanctions qui vont avoir lieu vis-à-vis de la Russie, et on va en reparler. Pourquoi je parle de sanctions? Parce qu'on écarte toute escalade militaire, parce que l'OTAN, depuis longtemps, a communiqué en disant qu'il n'y aurait pas effectivement d'envoi de troupes pour combattre les troupes russes. Donc la riposte occidentale des Américains et des Européens, c'est les sanctions. Et là aussi, les marchés vont évoluer en fonction de la gravité de ces sanctions. Ça peut aller on bloque les comptes de quelques oligarques russes, on affecte des banques russes, ce qui serait relativement des sanctions relativement modestes. Mais la sanction suprême, ce serait d'exclure la Russie des transactions internationales à travers le système SWIFT. Mais là, on va voir que si on faisait ça, ça affecterait la Russie, mais ça affecterait aussi
l'Europe et les États-Unis avec une envolée notamment un blocage et une envolée de certaines matières premières, mais Benjamin reviendra dessus. Donc à suivre l'escalade des sanctions et donc la répercussion sur les marchés obligataires, les marchés actions. Sur les marchés obligataires, depuis quelques semaines, nous étions face à des banques centrales qui durcissaient leur position, qui devenaient de moins en moins accommodantes face aux indices d'inflation qui se faisaient de plus en plus, moins transitoires qu'anticipés, et donc qui conduisaient les banques centrales à anticiper des relèvements de taux d'intérêt. On parlait de 5, 7, 9 hausses de taux aux États-Unis. Et là, finalement, dans la crise qu'on est en train de vivre, on pense que les banques centrales devraient être un peu moins, ce qu'on dit dans le jargon, hawkish, c'est-à-dire un peu moins agressives dans le relèvement des taux, parce que l'impact de la crise peut être considéré comme inflationniste avec des envolées notamment du cours du pétrole. Alors j'en profite pour dire que Benjamin, depuis quelques mois, nous alertait sur le fait que le prix du pétrole pouvait dépasser 100 $. Il ne disait pas ça par rapport à la Russie et à l'Ukraine, mais par rapport à un déséquilibre de l'offre et de la demande. Et évidemment, est venue s'ajouter cette crise. Donc, hausse du pétrole, c'est inflationniste dans un premier temps, mais c'est après récessif dans un deuxième temps, parce que ça vient gréver les marges des entreprises par leur coût de production et le consommateur final. Donc on ne pense pas que les banques centrales vont être procycliques et vont donc rajouter de l'huile sur le feu, et c'est pour ça qu'on a détente des marchés obligataires, mais relativement modestement, puisque le taux américain tourne encore autour de 1,9%, et les taux, le Bund, qui après de longs mois en territoire négatif avait franchi donc le cap de 0, revient en arrière, mais on est quand même toujours à 0,15%. Ça c'est pour les marchés obligataires. Les marchés actions, évidemment, ils baissent, mais encore une fois, relativement modérément, puisqu'on est, au moment où on se parle, on est entre 4,5% et 5% de baisse, ciblé d'ailleurs sur les valeurs que j'ai citées, les banques, l'automobile, c'est-à-dire les valeurs qui sont vraiment impactées par la Russie. Mais on a des marchés actions donc, qui se replient. Et alors, si vous nous avez suivis dans les vidéos précédentes, on était revenu neutre en début d'année, on était passé de neutre plus à neutre. Pas du tout, encore une fois, pour la question russo-ukrainienne, mais parce que on considérait que les marchés étaient bien valorisés et que les taux ayant monté et étant amenés à continuer à se tendre, il n'y avait pas de raison qu'on ait une expansion des multiples de capitalisation. Et à partir du moment où on n'a pas d'expansion de ces multiples, les marchés suivent normalement la hausse des bénéfices, une hausse des bénéfices qu'on attendait quand même à un chiffre, ce qui n'était pas exceptionnel. Donc on vous disait en début d'année, on voit les marchés actions se comporter mieux que les marchés obligataires. Forcément, si les taux remontent, les marchés obligataires se dévalorisent. C'est pour ça qu'on préfère les actions, mais vous voyez, on était neutre, parce qu'il y avait cette valorisation qui nous semblait finalement suffisante, on va dire. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, quand j'ai fait la vidéo hebdomadaire donc de mardi dernier, je vous disais qu'il y aura de la volatilité et si le marché sur l'Eurostoxx 50 atteignait les 3800, c'est un niveau auquel on serait un peu plus confortable et on pourrait revenir sur les marchés pour ceux qui ont des liquidités. Alors ce niveau il est atteint, en tout cas il a été atteint dans la journée. Et nous, notre message est de dire la chose suivante. Encore une fois, il n'est pas question, on ne l'a jamais fait, de dire ça y est, c'est le moment, le marché a baissé, il faut à tout prix réinvestir massivement en actions. Pas du tout. En revanche, pour ceux qui avaient fait des liquidités en début d'année, qui avaient un peu de place dans leur portefeuille, c'est pas incohérent de commencer à renforcer ces positions parce que de toute manière, on n'achète jamais au plus bas et on ne vend jamais au plus haut. Ça, on le sait bien. Donc, il est tout à fait probable que ce qui sera acheté aujourd'hui vaudra peut-être moins cher demain ou après-demain. Mais on a une vision à plus long terme et nous, à plus long terme, on considère que ce qui va finalement guider les marchés, ça reste toujours la même chose, les bénéfices des sociétés et les taux d'intérêt. Or, on a des bénéfices des sociétés qui vont quand même progresser en 2022 parce que la croissance mondiale restera quand même suffisamment forte, même si elle est un peu impactée par ce qui se passe aujourd'hui, et des taux d'intérêt qui finalement se détendent par rapport aux jours, aux semaines passées.
Et comme les marchés actions baissent, vous avez des bénéfices qui montent, des taux qui se détendent et des marchés qui ont baissé. Ça rend le marché plus attrayant en termes de valorisation, puisque les multiples de capitalisation en Europe aujourd'hui sont autour de 13, alors qu'on était à 16, 17, 18 fois il n'y a pas si longtemps. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'on commence à avoir des niveaux d'achat. Encore une fois, je reviens sur l'humilité, parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer à une heure près. On part du principe, c'est déjà très très grave, mais qu'on n'aura pas une guerre totale, que ça pourrait se limiter au Donbass, et que là, malheureusement pour l'Ukraine, ça serait similaire à ce qui s'était passé en 2014 avec l'annexion de la Crimée, c'est-à-dire que finalement, les Occidentaux sont mis au pied du mur et puis acceptent de facto cette annexion. Il y a derrière des sanctions économiques qui ne vont pas jusqu'à donc sortir la Russie du système SWIFT, parce que finalement ça serait se tirer une balle dans le pied. C'est malheureux d'un point de vue politique pour l'Ukraine, mais dans ce cas-là, ça ne dégénère pas. Effectivement, si on devait se tromper et qu'on apprenait que ça devait s'embraser avec des représailles sur Moscou, effectivement, là, ça ne serait plus le même discours. Mais on ne peut pas bâtir une stratégie d'investissement par rapport à des anticipations géopolitiques qu'on n'est absolument pas capable de le faire, et on voit bien que d'ailleurs personne n'est capable de faire ça. Donc en résumé, avant de passer la parole à Benjamin, évidemment calme, parce que dans ces cas-là, il faut être calme. On se rend compte que 6 ou 9 mois après les événements, d'ailleurs les marchés reprennent se réévalue par rapport aux fondamentaux, c'est-à-dire les taux et les bénéfices. J'étais déjà là en 90 quand l'Irak a envahi le Koweït. Il y avait aussi beaucoup de volatilité, le marché avait plongé de 25%, et puis un an plus tard, finalement, il s'était réapprécié. 92, c'est encore plus proche de nous avec la guerre dans les Balkans. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas bâtir une stratégie d'investissement par rapport à des événements politiques, et là c'est malheureusement plus que politique. Donc du calme. Pour ceux qui nous avaient écoutés et qui n'étaient pas surinvestis, c'est le moment de commencer à mettre un pied et donc à réinvestir progressivement. Quant au marché obligataire, on était quand même dans la logique de voir les marchés obligataires continuer à monter un peu. On n'a jamais parlé de crack obligataire, mais on considérait que le 10 ans allemand pourrait se poser entre 0,25 et 0,5%. Et que le 10 ans américain devrait osciller entre 2,25 et 2,50. A priori, à moyen terme, on est toujours quand même dans cette logique, même si on pense que les banques centrales vont devoir un peu baisser leur anticipation de remontée des taux courts. Mais voilà, on n'a pas de gros mouvements à attendre de ce point de vue-là. Et puis évidemment, il faut être très très réactif, très mobile, et encore une fois, je reviens sur la diversification qui est essentielle pour un gérant et pour le gérant que nous sommes, qui gérons vos actifs. Et voilà, et maintenant je vais demander à Benjamin d'enchaîner sur l'impact que peut avoir cette crise sur les matières premières, le pétrole, mais pas que. On voit que les métaux sont touchés. Oui, c'est beaucoup plus large que ça. Alors évidemment, on va parler d'abord des énergies fossiles, du pétrole et du gaz, qui sont extrêmement touchés, avec des prix qui progressent énormément. Le prix du Brent et le prix du WTI ont dépassé les $100 le baril aujourd'hui pour la première fois depuis 2014. C'est lié au fait qu'on a une vraie crainte sur ce qui pourrait se passer en cas d'un conflit qui dégénérerait et qui rendrait inaccessible le pétrole et le gaz russe. Alors juste pour rappel, Eric parlait tout à l'heure de l'échelle des sanctions. À l'heure où on se parle, les premières sanctions ont été prises. Elles concernent essentiellement des individus, des banques. Et donc pour l'instant, elles ont assez peu d'effet, en tout cas sur la disponibilité de ces matières premières et des énergies fossiles en particulier. Le deuxième round de sanctions qui est envisagé a priori, ce sont des sanctions sur une inaccessibilité du marché de la dette pour les Russes, qui en fait ont assez peu de portée, puisque les Russes se sont organisés quand même depuis plusieurs années pour ne pas avoir besoin de ce marché international de la dette, notamment en sortant de la dette US massivement au cours des dernières années. Et puis la troisième sanction majeure qui pourrait intervenir, c'est l'intervention et l'interdiction en fait des Russes de pouvoir utiliser le système de paiement international SWIFT. Alors là, ça serait un vrai sujet parce que
l'ensemble des transactions internationales de matières premières se font en dollars et donc nécessite à un moment donné un passage par ce système SWIFT. Et donc on pourrait rendre inaccessibles les matières premières russes aux marchés internationaux. Et là, ça serait un vrai problème. Pourquoi? Parce que la Russie reste le 3e producteur mondial de pétrole, premier exportateur mondial de gaz. Donc on n'a pas moyen de faire sans les Russes. Aujourd'hui, l'Europe importe un peu plus de 2 500 000 barils de pétrole par jour de Russie. Les États-Unis importent du pétrole russe, à peu près 700 000 barils par jour. Donc on ne peut pas se passer de ce pétrole. Et ceux qui évoquent le fait qu'on pourrait accélérer les négociations avec l'Iran dans le cadre du retour de l'accord sur le nucléaire iranien pour pouvoir récupérer le pétrole iranien et le ramener sur le marché, un, ça va prendre quand même un peu de temps, et deux, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. La Russie aujourd'hui c'est à peu près 11 millions de barils par jour de production. Si l'Iran revient sur le marché, elle peut ramener sur les marchés internationaux à peu près 1 200 000 à 1 300 000 barils par jour, plus des stocks. Mais voilà, on est vraiment dans des ordres de grandeur totalement différents. Pour ce qui est du gaz, Patrick Pouyanné, le patron de Total, en a parlé encore tout récemment dans les médias. On ne sait pas faire. À très court terme, on peut compenser un manque de gaz russe par un certain nombre de nos autres alliés, notamment le Qatar, ou les États-Unis via du gaz naturel liquéfié. Mais pour transporter du gaz, vous n'avez pas 36 solutions. Il vous faut soit des tuyaux, soit des bateaux pour transporter le gaz que vous devez liquéfier avant ça. Et pour ça, il faut des infrastructures. Ces infrastructures, elles ne se construisent pas en 2 jours. Il faut minimum 3 ans pour construire ce genre d'infrastructure. Et aujourd'hui, les infrastructures qui sont déjà construites sont saturées. Donc on aurait vraiment un problème, et c'est en ça que Eric disait tout à l'heure, il avait raison de dire qu'on se tirait une balle dans le pied si on allait jusqu'à ce système-là, ce qui veut dire qu'on est quand même un peu pieds et poings liés. Alors on a parlé des énergies, il y a bien évidemment la question de l'or et des métaux précieux qui, eux, on profite de cette situation puisqu'ils sont considérés comme des valeurs refuges. On peut d'ailleurs aussi parler du dollar qui est une valeur refuge, donc c'est assez surprenant, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, qu'on voit surtout en situation de conflit ou de crise géopolitique. On a le dollar et l'or qui montent en même temps, puisqu'ils sont tous les deux considérés comme des valeurs refuges. Donc l'or progresse beaucoup, et puis à côté de ça, on a d'autres métaux précieux qui progressent beaucoup, au premier rang desquels le palladium, parce qu'au-delà de produire du pétrole et du gaz, il faut savoir que la Russie est aussi un gros producteur et un gros exportateur de métaux. Alors c'est le cas sur le palladium, la Russie est le premier producteur mondial, premier exportateur de ce métal, mais c'est aussi le cas pour des métaux industriels très importants pour les industries européennes. L'aluminium, la Russie est le 3e exportateur mondial d'aluminium, c'est aussi le premier exportateur mondial de nickel. Donc on a des contraintes sur l'ensemble de ces métaux qui sont extrêmement importantes. Il est aussi présent sur le marché du platine, donc beaucoup de contraintes à attendre de ce côté-là. Et puis, dernier point important et à ne pas sous-estimer, c'est le marché des matières premières agricoles. Là encore, sur les céréales, la Russie est un acteur très important, mais pas seulement la Russie, l'Ukraine aussi. La Russie est le premier exportateur mondial de blé, l'Ukraine est le 3e exportateur mondial de blé, l'Ukraine est également le 4e exportateur mondial de maïs. Donc l'absence de ces deux pays de ce marché international pourrait poser d'énormes problèmes. Alors non pas aux Européens ni aux Américains, parce que les Européens et les Américains sont des gros producteurs de céréales et plutôt exportateurs, mais à d'autres zones qui pourraient beaucoup en pâtir, et notamment le nord de l'Afrique. L'Égypte est le plus gros importateur de blé au monde, historiquement. Donc si on pourrait avoir peut-être une déstabilisation sociale si cette crise russo-ukrainienne venait à faire monter le cours du blé. C'est d'ailleurs le cas. À l'heure où je vous parle, le blé aux États-Unis est en limite de cotation, attend de réouvrir parce que les prix ont trop monté. Et ça pourrait entraîner, on avait vu en 2011, le problème que pose une montée des matières premières, c'est que ça crée de l'instabilité sociale. Donc c'est à surveiller de très près. Et on va voir dans les jours qui viennent comment les États occidentaux réagissent. Mais clairement, les matières premières font partie de l'équation, et en termes de diversification avec les métaux précieux, et en termes géostratégiques avec les métaux, les matières premières agricoles et les énergies fossiles, bien sûr. Merci Benjamin pour cet exposé très clair. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Alors on a essayé d'être le plus concis possible et puis d'être réactif, c'est pas toujours évident. En général, en pareil cas, on préfère prendre du recul parce que ce qu'on dit à un moment donné peut être infirmé dans les heures qui suivent. Mais voilà, on a pris le parti d'être réactif, de vous accompagner, d'être très transparent, surtout sur tout ce qu'on fait.
Voilà, on se met à nu, hein, vous voyez ce qu'on fait, on vous donne nos positions, on vous donne notre stratégie, et ça on continuera à le faire parce que en pareil cas, voilà, on veut vraiment vous montrer que voilà, on est sur le pont, toutes nos équipes sont mobilisées, et on est là aussi pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas, hein, on est toujours là pour vous répondre. Je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera donc la vidéo hebdomadaire mardi prochain. En espérant qu'il n'y en ait pas à en faire d'ici là si ça devait encore un peu plus dégénérer, mais enfin si tel était le cas, on sera là de toute manière pour continuer à communiquer. Voilà, on vous souhaite, Benjamin et moi, une excellente fin de journée et donc à très bientôt. Merci à vous.